Parce que cette affaire de génocide, en 2002, la RDC avait déjà saisi la CIJ pour des considérations de massacre reprochés au Rwanda à l'Est. Et donc, la RDC avait donc soutenu ça avec la Convention contre le génocide. Voilà. Et donc, l'avocat du Rwanda s'est fait plaisir, en disant même que j'ai lu ça en prenant mon déjeuner, en fait, l'article 9 de la Convention, en fait, le Rwanda a émis une réserve. Puisque quand vous signez un traité, vous pouvez émettre une réserve sur l'application à votre encontre d'une clause de la Convention. C'est assez bizarre. Voilà, donc... Sauf que c'est pour enchérir. Et c'est là aussi que souvent on oublie, c'est que les crimes dont il est question ici sont des crimes qui relèvent de facto du droit international coutumier, c'est-à-dire qui relèvent des normes erga omnes, des normes du jus cogens, c'est-à-dire que des normes qui s'imposent à tous les États, qui n'ont pas besoin qu'il y ait une convention pour que ça s'impose. D'accord? Donc, sur le volet du droit international coutumier, si moi j'aurais été peut-être l'avocat de la RDC, mais ça c'était l'argument de la RDC. Je serais parti sur le volet du droit international coutumier pour contourner l'obstacle de la réserve. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, chers confrères, c'était l'argument de la RDC. C'est-à-dire que la RDC disait qu'on a en face de nous du jus cogens, donc c'est un droit contraignant et applicable à tous les États. Et donc la Cour doit donc utiliser ces jus cogens pour pouvoir l'appliquer contre le Rwanda, puisque c'est un droit contraignant. Mais en face, ils ont dit, oui, mais le droit contraignant n'est contraignant que parce que nous, on a souscrit à ça. Donc, si l'État a signé le traité, donc, puisque l'État aliène sa souveraineté en signant le traité, et dans le traité que nous, on a signé, on a émis une réserve sur la compétence de la CIJ, pas sur le reste. Et ça mais justement, ça n'a pas marché. C'est là que je ne comprends pas aussi le sens de la saisine. Non seulement le sens, mais ce raisonnement, en fait, parce que, à mon sens. De la Cour? Oui. Bah, je peux critiquer ce raisonnement. Oui, bien sûr, on a le droit de critiquer. Je peux critiquer. Surtout que Bonsoir à tous. Le 4 juin dernier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait fixé la ligne rouge de Washington. Les RDF devaient quitter les zones occupées avant la mi-juillet, mais la réalité sur le terrain a pris le dessus. Au nord et au sud Kivu, les positions restent figées. Le 15 juillet, aucun retrait des forces de défense rwandaises n'a été signalé dans l'est de la République démocratique du Congo. Comment analyser cette séquence? Peut-on parler d'un camouflet infligé par le Rwanda aux Américains? Pour en débattre, nous recevons ce soir Maître Brice Zamba. Bonsoir. Bonsoir, Carly. Vous êtes avocat au barreau de Paris. C'est un plaisir de vous retrouver. Je vous en prie. Guy Mafimba, bonsoir. Bonsoir, Carly. Vous êtes analyste politique. Et tout à l'heure, on aura Maître Ben Luther avec nous. Maître Brice Zamba, comme je disais, comment pouvez-vous analyser ce non-respect de l'ultimatum fixé par les Américains? Alors, à mon avis, c'est qu'il faut voir déjà ce que nous vivons une époque où la parole des États-Unis s'est un peu démonétisée, comme on dit. C'est-à-dire que avec déjà la crise en Ukraine, vous voyez, les États-Unis ont essayé de faire de la médiation ou tentent de faire de la médiation, mais ils n'arrivent toujours pas à trouver un compromis entre la Russie et l'Ukraine, puisque les deux parties, en tout cas la Russie, ne cède pas aux demandes des États-Unis, notamment de cesser le feu au départ. Et les États-Unis vont même jusqu'à soutenir quelquefois les positions de la Russie. Bon, vous voyez aussi que les États-Unis ont du mal à s'imposer en Iran. Donc on vit une époque où les États-Unis en tant que première puissance mondiale perdent beaucoup en crédibilité. Et donc à partir du moment où vous n'inspirez plus la crainte qui est à la base et qui commande le respect et donc l'obéissance, on peut comprendre à ce que les pays comme le Rwanda puissent ne pas respecter l'ultimatum posé par les États-Unis, parce que le Rwanda sait que derrière, il n'y aura pas de mesures de rétorsion contraignantes, véritablement. Parce que qu'est-ce que le Rwanda peut craindre?
Il peut peut-être craindre des sanctions. Mais ces sanctions, on en a déjà eu quelques sanctions. Déjà que les États-Unis ont pris contre James Kabarebe, quelques sanctions contre les forces rwandaises, quelques sanctions contre 4 hauts officiers militaires rwandais. Mais sur le terrain, ça ne change rien. Donc je pense que le Rwanda a fait un calcul et s'est dit, bon, si nous ne respectons pas cet ultimatum, qu'est-ce que nous risquons concrètement? C'est un défi à votre avis? Ah oui, à la vérité. Donc, ce qui va se passer, c'est que je pense que les États-Unis devraient, avant de mettre en place des ultimatums, prévoir ce qu'il faudrait faire au cas où ce ne serait pas respecté. Sinon, c'est sa parole qui perd en crédit et c'est le Congo démocratique qui, à la vérité, devient le dénom de la farce dans tout ça. Bon, j'ai une lecture contraire. Pourquoi? Parce qu'il faut partir de la politique de l'administration Trump, la doctrine diplomatique de l'administration Trump et des États-Unis en réalité. Ça a été plus ou moins listé dans ce qu'ils appellent la stratégie du département américain en termes de sécurité et autres. Ils ont pour l'instant 3 foyers où ils font avancer leur pion, dans ce qu'ils appellent l'American First, c'est-à-dire l'Amérique d'abord. Le cas de la Russie et de l'Ukraine, pour eux, l'Union européenne doit s'en occuper. Parce que, comme Trump dit, ça c'est l'administration Trump, pour une fois, l'OTAN doit être en retrait, mais on va jouer en fonction des rapports de force. Et de ce côté-là, l'Amérique n'aime pas les losers. Les États-Unis n'aiment pas les losers. Vous constaterez effectivement qu'à travers ça, les États-Unis commencent aujourd'hui à être du côté de Zelensky. Tu vas du côté de l'Iran, j'y reviendrai un peu plus tard, mais arrivant du côté de la RDC, il faut aussi essayer d'évaluer. Ça fait 30 ans qu'ils font la guerre, n'est-ce pas? Et les États-Unis, à travers Trump, viennent dans ce conflit depuis pratiquement une année. Et en une année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous allons faire de la médiation. Les États-Unis, c'est la médiation transactionnelle. À travers, pour eux, la RDC, c'est une réserve stratégique, à travers les matières premières et autres. Sur le plan géopolitique, ça compte aujourd'hui. C'est quasiment minerai contre sécurité, et c'est ce que Félix Tshisekedi a bien négocié en réalité. Une fois qu'il a fait ça, on est arrivé aux accords de Washington. N'oubliez pas une chose, l'objectif de Paul Kagame, et ça a été bien inscrit, listé dans les accords, dans les derniers rapports de l'ONU. Le premier objectif de la FC-M23, c'était arrivé à Kinshasa. De ce côté, on n'en parle plus. C'est entre autres suite bascule de Uvira. Lorsque la M23 a capturé Uvira, c'est les mêmes États-Unis, c'est le même Rubio qui a donné un ultimatum. 2 jours après, Kagame a reculé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et s'il faut évaluer une année après, l'objectif de Kinshasa, on n'en parle plus. Maintenant, il reste un deuxième objectif, c'est de balkaniser, de continuer à garder l'Est. Parce que garder l'Est pour le régime de Kigali, c'est un problème existentiel. Là où est arrivé, bien entendu, le fameux ultimatum de Rubio. Mais cet ultimatum, pour les États-Unis, s'inscrit dans un triptyque. 3 leviers. Il y a le levier diplomatique. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a dit reculer. Il y a le levier militaire qui commence à prendre. Mais si je veux dire ça commence à prendre, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire pour moi que une fois qu'il a lancé cet ultimatum, une fois que tous les mécanismes dans le levier diplomatique qui n'ont pas marché ne tiennent pas la route, mais il va arriver un moment où, je pourrais rentrer dans les détails tout à l'heure, il va arriver un moment où ce qui est arrivé à Maduro, parce qu'on dit que ça a été démonétisé pour récupérer, pour prendre l'expression de Maître Nzaba, ce qui est arrivé à Maduro, personne ne s'attendait à ça. C'est ce qu'on appelle véritablement un désordre géopolitique. Je ne suis pas en train de dire c'est bon.
Mais c'est la première fois au monde où vous voyez, enfin, c'est pas la première fois où vous voyez une puissance aller capturer un chef d'État et le foutre en prison. Donc, si on peut parler de démonétisation, il faut faire attention avec cette administration qui est imprévisible. Mais dans cette imprévisibilité, il faut l'intégrer dans ce que j'appelle l'agenda géopolitique des États-Unis de l'administration Trump. Pour eux, la RDC aujourd'hui, le curseur, je l'ai dit souvent sur ce plateau, le curseur de la géopolitique des États-Unis dans les Grands Lacs est arrivé à Kinshasa. C'est Kinshasa qui doit régenter toute cette zone parce que pour les États-Unis, la bataille systémique qui se joue contre la Chine doit être en faveur des États-Unis, d'où cet ultimatum pour moi risque d'aller à une suite qui peut être très défavorable pour Kigali. Mais à la seule condition, et ça j'ajoute, que la partie RDC, c'est-à-dire le régime de Félix Tshisekedi, ne mette pas quasiment une espèce de confiance absolue aux États-Unis. Ils ont un rôle à jouer, le régime de Tshisekedi. Et là, il y a énormément de faiblesses que je vais essayer de détailler tout à l'heure. Mais une chose est certaine, c'est que je dirais, ce non-respect encore de ce ultimatum remet sur la table le débat sur l'efficacité de l'accord de Washington, Maître Grisamba. Oui, mais en fait, ce qui est certain, c'est que quand on signe un accord, il faut avoir des leviers pour les faire respecter. Voilà. En fait, au niveau des leviers, quand il s'agit par exemple d'un accord qui doit mettre fin à des hostilités militaires, vous avez des possibilités de mettre en avant un levier sur les embargos militaires, puisque les parties prenantes du conflit, notamment la partie la plus agressive, et là en l'occurrence, puisqu'il est dorénavant acquis que c'est le Rwanda qui a agressé la RDC, il faut prendre des mesures de nature militaire, c'est-à-dire que mettre en place un embargo, par exemple, sur les armes, comprendre, identifier les acteurs internationaux qui alimentent le Rwanda en armement, prévoir des sanctions contre ces acteurs internationaux, de nature à pouvoir arrêter le flux des armes vers le Rwanda, puisque le Rwanda en lui-même n'a pas une industrie d'armement extraordinaire. Donc ça, ce sont des leviers concrets et efficaces quand on veut réellement, par exemple, mettre en œuvre un accord. Mais quand vous prenez cet accord, quand il a été signé, vous avez quand même 90 jours qui avaient été prévus pour mettre en place un processus de démobilisation des rebelles ou des miliciens, et puis un processus par lequel le Rwanda devrait progressivement se retirer de l'Est de la RDC. Mais dans ces 90 jours, rien n'a été respecté. Oui, puisque les forces sont toujours mobilisées et le Rwanda est toujours présent. Et donc ça fait que cet accord, à la vérité, le vrai point qui a marché dans cet accord, c'est l'accord sous-entendu qui concerne les investissements américains en RDC pour les matières premières stratégiques. C'est ça, en fait, l'élément le plus important de cet accord. C'est là où les États-Unis ont tiré leur épingle du jeu. Vous voyez, mais aujourd'hui, quand on voit cet accord, il y a les États-Unis qui ont tiré leur épingle du jeu parce qu'ils ont cette possibilité-là à partir de la clause intégration économique sous-régionale. Eux, ils peuvent donc investir dans les secteurs des matières premières stratégiques, sécuriser ces secteurs-là et puis mettre fin à tous les processus d'acheminement de matières premières de façon illégale. Donc c'est là où la RDC a joué une très bonne carte parce qu'elle a permis par cet accord d'intéresser les États-Unis pour qu'elle s'implique. C'est un peu ce que les Ukrainiens ont voulu faire, hein, en prévoyant que les Américains puissent s'occuper de l'exploitation de leurs matières premières stratégiques dans l'Est de l'Ukraine. Mais tout cela, c'est une manière intelligente d'impliquer les États-Unis pour que les États-Unis trouvent leur intérêt et défendent leurs intérêts. Or, le problème, c'est que cet accord n'est pas encore mis en œuvre en tant que tel, puisque l'Est est toujours sous le contrôle des forces qui sont contrôlées elles-mêmes par le Rwanda. Donc, le problème qui se pose jusqu'à ce jour, c'est qu'aussi longtemps que le Rwanda est fort militairement, il faut le dire, le Rwanda est plus fort militairement que la RDC. Voilà, militairement.
Donc, il faut trouver les voies et moyens pour assécher la force militaire du Rwanda, donc taper sur son approvisionnement militaire. Et pour ça, il faut voir donc, les vendeurs d'armes. Dans le monde, on sait qui sont les vendeurs d'armes. C'est les États-Unis eux-mêmes déjà. Vous avez Israël, vous avez la France, vous avez d'autres pays, la Russie. Donc, il faut qu'il y ait des leviers. Tout le monde, voilà, il faut qu'il y ait un levier. Vous avez des pays comme la République centrafricaine, quand il y avait de tout temps des rébellions, il y a eu un embargo sur les armes qui a été posé sur ces pays. Vous voyez? Donc, les Centrafricains ont été obligés de passer par les Russes pour pouvoir s'organiser militairement. Donc, aussi longtemps qu'il n'y aura pas un embargo militaire sur le Rwanda ne verrait pas pourquoi il va se priver. Parce que le problème du Rwanda avec l'Est de la RDC, pour eux, c'est un problème existentiel. Vous voyez? Ça aussi, il faut voir ça du point de vue du Rwanda. Parce que pour le Rwanda, vous avez des forces démocratiques de libération du Rwanda qui sont toujours sur ces territoires-là et qui peuvent s'organiser et revenir. Puisque les Rwandais eux-mêmes, en fait le FPR... On dit qu'ils sont résiduels. Hein, voilà. Oui, bon, c'est ce qu'on... Vous savez, une force résiduelle peut devenir une force importante par la suite. C'est une question d'organisation. Vous voyez? C'est une question d'organisation. Et quand vous avez des stratèges qui dirigent un pays, pour eux, même un résidu peut devenir une force demain. Donc il faut tout neutraliser. Donc, et même dans l'accord de Washington, vous avez la contrepartie de la RDC, c'était de neutraliser ces forces-là. Donc pour le Rwanda, aussi longtemps qu'il y aura le prétexte... C'était une erreur, certains disent que c'était une erreur de signer avec cette mention. Oui, mais il y a eu beaucoup... Un peu le narratif de Kagame. Il y a eu beaucoup d'erreurs, puisque d'une part, cet accord a reconnu la légitimité de l'intervention du Rwanda à l'intérieur de la RDC, puisqu'on considère que c'est une défense, ça fait partie de la défense du Rwanda. Puisqu'on reconnaît qu'il y a des forces qui peuvent venir au Rwanda, le Rwanda intervient. Donc pour que le Rwanda se retire, il faut que la RDC prouve qu'elle a neutralisé les forces dangereuses au Rwanda. Ça, c'est le prétexte du Rwanda. Donc aussi longtemps qu'il n'y aura pas la preuve que ces forces sont neutralisées, le Rwanda va toujours utiliser ces prétextes-là pour être à l'est de la RDC. Donc à vrai dire, je pense que le problème est militaire, il faut le régler militairement. Et donc, moi, je finirai en disant, aussi longtemps que la RDC ne va pas devenir une puissance militaire égale ou supérieure au Rwanda, on aura toujours ça, puisque c'est depuis Kabila père. Hein. Vous voyez, donc, la grande erreur a été de laisser le Rwanda s'impliquer dans la RDC, depuis, pour la chute de Mobutu. Le Rwanda s'est impliqué avec l'Ouganda. Kabila père a voulu poser la souveraineté de la RDC. Par la suite, il a été assassiné et s'en est suivi des rébellions tout le temps à l'Est, toujours manipulées de l'extérieur, notamment du Rwanda. Donc, il faut régler le problème. Le problème, il est militaire. Donc, il faut une réponse militaire. Et l'hypothèse d'un Maduro, d'un scénario non, Maduro, moi, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que le problème Maduro, c'était d'abord de pouvoir assurer le contrôle des réserves pétrolières du Venezuela qui sont immenses. Et donc d'isoler encore un peu plus la Chine. Et là, M. Mafimba a raison parce qu'il faut garder en toile de fond la lutte que mènent les États-Unis contre la Chine. Voilà. Parce que c'est une lutte d'influence au niveau de l'approvisionnement des réserves stratégiques. Donc vous avez le pétrole, vous avez des matières premières stratégiques pour les puces liées à la fabrication des outils qui sont très, très, très innovants. Bon, pour le Venezuela, c'était par rapport aux réserves de pétrole. Bon, on pourrait nous dire que pour la RDC, il y a les matières premières stratégiques qui peuvent justifier aussi cette intervention. Regardez, dans les sondages, avec les midterms qui arrivent, Trump est un peu mal parti là en ce moment. Oui, mais parce que ça va... Il a besoin quand même d'une guerre, d'un accord de paix. Ça va à l'encontre des engagements de Trump. Trump, il a été élu pour ne pas participer aux guerres. Voilà. Il a été élu pour America First, c'est-à-dire que d'abord les États-Unis et s'occuper que des problèmes des États-Unis et mettre fin à toutes les guerres. C'était ça le programme. Bon, ce qui se passe, parce qu'au Venezuela, ça a été un coup rapide. C'est-à-dire qu'ils sont partis, ils ont enlevé et c'était tout. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de troupes au sol, de guerre en tant que telle. Bon, en Iran, on voit tout ce que ça donne et les États-Unis ne veulent pas mettre des troupes au sol. Bon, vous imaginez pour qu'il y ait un enlèvement de Paul Kagame au Rwanda, déjà avec tout l'impact moral que cela va susciter, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect sur lequel le Rwanda joue beaucoup, c'est l'aspect du génocide. Vous voyez? Donc c'est un peuple qui apparaît sur le plan international comme un peuple victime. D'abord. Donc, aller, je dirais, kidnapper un chef d'État au Rwanda, avec toutes les implications que cela peut avoir sur le plan international, je pense que c'est un peu... C'est pas
c'est pas plausible, voilà, je pense, comme hypothèse. Une précision déjà sur Maduro. Quand je parle de Maduro, c'est pas forcément le kidnapping, c'est-à-dire ça peut être la chute d'un régime. Ça peut être la chute du régime. Et c'est là où je parlais de la faiblesse un peu de ce que je peux appeler une taxe force en RDC. Vous êtes en face d'un régime prédateur, hégémonique. Et une année après, alors que vous avez le soutien quasiment de l'allié américain aujourd'hui, et le régime de Kinshasa jusqu'alors n'a pas été en capacité de créer aussi ce que j'appelle une 5e colonne contre le régime de Kagame. Ils sont nombreux aujourd'hui, les Rwandais, qui ne supportent plus 30 ans de guerre d'un régime qui ne fait que déstabiliser son voisin. Ils sont nombreux. Et la force, c'est ce que fait Israël. Hein. La force d'Israël, c'est de créer, par exemple en Iran, des contestataires contre le régime de Mollahs. La force d'Israël, c'est d'aller créer, par exemple... Voilà. Et ça, on va y revenir. C'est aussi une des faiblesses du régime de Félix Tshisekedi. C'est ce qu'on appelle les services de renseignement. Regarde ce que fait Zelensky. Zelensky a créé des 5e colonnes en Russie qui les accompagnent pour déstabiliser le régime de Russie. Revenons maintenant aux accords. Non, ce n'était pas une erreur, l'accord de Washington. Pourquoi? Parce que l'accord de Washington a réussi à faire en sorte que, comme le disait le président Tshisekedi, je ne veux plus discuter avec des pantins. Et pour la première fois, comment voulez-vous, Kagame, qui a passé pendant 30 ans à dire le problème de l'Est de la RDC ne me concerne pas, c'est un problème interne à la RDC, et du jour au lendemain, il est parti signer un accord de paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était toi le véritable déstabilisateur. C'est ça l'avantage qui a mis à nu, en fait, la véritable raison de ce qui se passe à l'Est. Ça c'est bien, ça c'est déjà bien. Mais là où je te rejoins, c'est aujourd'hui les mécanismes pour appliquer ces accords-là. Prenons le cas par exemple de la résolution 2173. Il fallait le retrait, il fallait démobiliser les FDLR et autres. Et là, effectivement, il y a une faiblesse. Mais la faiblesse, c'est des deux côtés, hein. Du régime aussi, je pense. Donald Trump n'aime pas les losers. Il faudrait que l'armée de la FARDC soit à la manœuvre. Regardez lorsqu'ils ont neutralisé le porte-parole de la FCM23. Comment ça a galvanisé en fait les troupes et ça a galvanisé aussi l'allié américain. Il faut qu'il soit à la manœuvre. Ça c'est de 1. De 2, toujours sur la... Vous êtes d'accord, la réponse elle est militaire. Souviens-toi que j'ai souvent dit ici, lorsque vous avez identifié un agresseur, il faut être à la manœuvre. Parce que la communauté internationale est d'accord sur le fait que c'est lui l'agresseur. Comme c'est l'agresseur, utilisez les moyens à votre disposition. Et la RDC, plus de 100 millions, sont capables, je suis d'accord avec toi, de mettre en place. Ça va faire 7 ans que le président est là. En 5 ans, on peut mettre en place déjà une armée capable avec des unités pour non seulement résister, parce que là ils ont réussi à stopper, mais il faut aller à la manœuvre. Je terminerai en disant ceci. Ces accords-là, pourquoi je dis qu'on va arriver à une espèce de Maduro, pas seulement en termes de kidnapping, mais en termes de neutralisation de l'agresseur. Pourquoi Parce que j'ai dit tantôt, l'impératif géopolitique de l'administration Trump est clair et net. Aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, tu l'as dit tout à l'heure, sur les questions, la guerre est devenue technologique. Pourquoi Zelensky est en train de prendre le dessus sur la Russie? C'est à travers des drones. Mais les matières premières viennent d'où? De la RDC. Donc l'administration Trump aujourd'hui, et contrairement à ce que tu as dit, Félix a été intelligent. Il a dit encore hier en Angola, il a dit, Lobito, oui, on peut aller commencer à faire fonctionner le corridor de Lobito. Mais tout le corridor est encore en insécurité. Donc les États-Unis sont obligés d'activer l'une des clauses des accords, c'est-à-dire neutraliser toutes les forces négatives, dont les fameux gardes de Kagame. Mais si on reste même à l'est de la RDC, on a de nombreux rapports. Le groupe d'experts a fait ce rapport récemment. Le président, comme on le dit, est peut-être à gagner la bataille diplomatique. Mais concrètement, quand on voit que les FDR sont en mesure
quasiment, oui, les forces rwandaises, on leur demande de quitter le territoire. À l'RDF. RDF, oh là là, stop, bon, pardon. Et quand même qu'il ne reste pas un ultimatum de la première puissance mondiale, bon, on a l'impression que c'est un coup de pied dans l'autre ce qu'on fait depuis. Oui, mais en une phrase, maître. Je pense pas. On perd notre temps. Non, on perd pas notre temps. Je vous ai expliqué tout à l'heure au Vira, lorsqu'on a dit de reculer, Kagame a reculé à la dernière minute. Mais en fait, moi, je vois que M. Mafimba, il est très optimiste vis-à-vis de la capacité des États-Unis à intervenir dans les affaires du monde. Il faut savoir que les Américains, en général, quand ils s'engagent auprès d'un allié, en général, ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'histoire nous montre que quand ils prennent des engagements, vous avez les Kurdes en Syrie. Les Kurdes en Syrie ont travaillé avec les Américains contre l'État islamique. À un moment donné, les Kurdes ont été abandonnés. Hein. La géopolitique était très différente. Oui, très mais différente. ils ont, les Kurdes, les intérêts des Américains étaient vraiment minimaux. Oui, mais ils ont été abandonnés. Lorsque Saddam Hussein a commis la maladresse d'aller prendre le Koweït, mais pourquoi on sait où se retrouve Saddam Hussein aujourd'hui. Il faut voir les contextes. Mais il y a aussi des intérêts pour eux de faire du business, on parle de diplomatie traditionnelle. Oui, mais en fait, là où il y a un point, n'ont pas le courage peut-être de venir aussi dégager ceux qui sont à l'est. Non, mais parce que est-ce que c'est nécessaire pour les Américains de dégager? Parce que les Américains, ils peuvent avoir un accord avec ceux qui contrôlent le terrain sur place et leurs entreprises arrivent et font du business. Les forces qui contrôlent ces zones-là peuvent négocier avec les Américains en sous-main. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas attendre des Américains plus que ce qu'on ne peut faire soi-même. Voilà. C'est-à-dire que les Américains, eux, ils mettent en avant leurs intérêts, ils peuvent agir sur le plan diplomatique, ils peuvent agir même parfois sur le plan des renseignements, ils peuvent vous dire voilà ce qui se passe dans tel terrain, etc. Mais pour les actions militaires sur le terrain, il faut que vous soyez en mesure de pouvoir couvrir les actions militaires. Vous voyez? Alors le problème, parce que les Américains ne vont pas envoyer des troupes à l'Est pour dégager les forces rwandaises. Il ne faut pas rêver. Il y a l'exemple de Koweït qui démontre. Il y a l'exemple de l'Angola qui démontre. Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que le Koweït a un accord de défense, de coopération militaire et de sécurité. C'est ce que la RDC vient de signer. Non, mais c'est des coopérations. En fait, c'est pas un accord. Le dernier accord signé par Tshisekedi. Oui, mais ça n'implique pas l'intervention militaire armée des États-Unis. Il y a de la formation de renseignement, je crois. Oui, c'est ça, c'est le partage de renseignements. Il y a l'intervention militaire? Non, pas du tout, pas du tout. Eh bien là, c'est un cap qui aurait été franchi alors. Il faut relire l'accord. Maître, bonne arrivée, Maître Belleterre. Merci, je salue mon cher confrère, mon grand frère, Maître Brice Samba. Bonjour, le doyen. Bonjour, grand frère. Alors, sur la question du non-respect en fait, de l'ultimatum, en fait, moi, j'essaie de faire une analyse simple. Parce que, en réalité, si le Rwanda respectait cet ultimatum, en fait, à mon sens, cela ferait tomber en quelque sorte le narratif du Rwanda qui a toujours nié sa présence sur le territoire congolais, puisqu'on ne peut pas se retirer si on n'a pas été présent. Déjà, mais ils ont signé un accord qui mentionnait leur présence. Bon, ils ont signé cet accord, on l'a vu, bien entendu, qu'ils ont toujours nié, même après les accords. Tout ce qu'ils avancent, c'est qu'on a mis tout au long de la frontière nos mesures de défense, de sécurité, tout simplement. Mais ils ont toujours nié leur présence sur le sol congolais. Donc, accepter de se retirer, parce que les États-Unis ont donné un ultimatum, signifie tout simplement qu'on reconnaît là de fait, on légitime là de fait, ce que le gouvernement congolais a toujours clamé, c'est-à-dire la violation de leur souveraineté, la violation de l'intégrité territoriale de la RDC. Mais de toute évidence, ce non-respect, à mon sens, fait les affaires, à mon sens, du président Tshisekedi. Ah bon? Fait les affaires du président Tshisekedi. Pourquoi? Parce que, finalement, on va voir que le Rwanda, c'est un pays qui, quand il prend des engagements, ne les respecte pas. Le Rwanda ne respecte pas la parole donnée. Ça, c'est pour l'image, pour le récit. Oui, justement.
Et donc, ce qui va faire quoi? Ça va naturellement obérer l'image du Rwanda sur la scène internationale avec ses, je dirais ses partenaires internationaux, etc. Mais quid de la situation sur le terrain? Aussi, les Américains vont, à mon sens, là encore, durcir peut-être des sanctions. Et il va y avoir peut-être des sanctions, de nouvelles sanctions beaucoup plus ciblées. Qu'est-ce que les sanctions changent sur la réalité sur le terrain, maître? Alors, les sanctions, à la vérité, jusqu'ici, rien ne change. À la vérité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. À la vérité... Tout à l'heure. Ça a stoppé, En fait, monsieur Mafimba est très à la optimiste. vérité, moi j'aimerais... Juste rapidement, il faut pas oublier que l'Iran a été 47 ans sous les sanctions quand même. 47 ans, l'Iran. Mais l'Iran est toujours là. Il résiste. Donc les sanctions... Sans les sanctions, comment il s'appelait, Nanga sera à Kinshasa. Contrairement à ce qu'on pense. Je pense que sur le terrain, si on veut parler juste sur le terrain, pas peut-être de l'impact que ces sanctions pourront avoir sur le Rwanda, mais je parle sur le terrain, c'est-à-dire à l'Est. Est-ce que le fait d'avoir sanctionné le Rwanda va pour autant permettre au M23 et à tous les groupes armés qui sont à l'Est de se retirer? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Pour moi, ces sanctions aujourd'hui ne servent à rien. Et c'est là que je me joins en fait à tous mes co-débatteurs pour dire tout simplement que la solution actuellement reste militaire, à mon sens, reste militaire. Et donc il faut que du côté de la RDC, plutôt que de se fier, de faire une espèce de confiance, j'ai envie de dire, aveugle, parce que, excusez-moi, je suis en train de pousser un coup de gueule, confiance aveugle aux Américains. Vous pensez que le gouvernement a abandonné son destin dans les mains du président Trump? Non, je ne pense pas trop, mais je pense que sur le volet sécuritaire, à mon sens, j'ai l'impression qu'on compte beaucoup plus sur les États-Unis que peut-être d'autres partenaires qui peuvent peut-être nous apporter des réponses en fait immédiates. Israélien qui est venu en visite officielle à Kinshasa, on pensait qu'il allait avoir peut-être quelques petits... Voilà. Je pense qu'au-delà des Américains, il faut peut-être aller plus loin. Il faut peut-être aller plus loin. Parce que, et cela est connu de tous, que les Américains, on sait que c'est de la réelle politique. Donc ils voient leurs intérêts. Mais ils voient aussi que le Rwanda, ça a toujours été pour eux aussi un partenaire sérieux, depuis un moment, parce que n'oubliez pas que Kagame, c'est les Américains qui l'ont mis là. Donc ça veut dire que dans l'administration même américaine, Kagame a encore peut-être des bras longs. C'est du lobby. Il a du mal, oui, certes, il a du mal. Son dernier congressman est décédé dans les conditions pourtant, pourtant, moi j'ai envie de dire, quand même, on parle quand même de l'homme le plus puissant du monde, le président Trump, qui a posé sa signature sur un accord. Et le président Kagame sabote cet accord, ne respecte pas cet accord et rien n'est fait. Alors, si je peux me permettre... Tout à l'heure, Rien n'est fait. À ce moment-là, je me pose aussi la question sur la bonne foi réelle des Américains. Mais ça me rappelle, en fait. qui parlait d'une duplicité, on le salue au passage. Oui, ça peut me pousser aussi à penser à cela. Je pousse un coup de gueule parce qu'on a l'impression que les Américains ne font que traîner en fait les choses. Alors qu'on nous avait annoncé même par l'intermédiaire des sources un peu officieuses, comme quoi les Black Blocs devaient intervenir, etc. Mais jusqu'ici, on ne voit rien. On ne voit rien. Oui, certes, les Américains collaborent avec l'armée congolaise en termes de renseignement, etc. Mais je pense que ça ne suffit pas. Mais une chose est certaine, c'est que le Rwandais continue d'intensifier les frappes. Oui, on a vu des drones qui... j'ai appris hier qu'il a des offensives, tout ça là. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut peut-être aller vers d'autres partenaires qui peuvent agir dans l'immédiat aussi. Maître Brizamba. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, un accord ne tient que selon le rapport de force. Voilà. C'est-à-dire que celui qui demande un accord, en général, c'est celui qui est en position de faiblesse. Parce que celui qui est en position de force, à la vérité, n'a pas besoin d'un accord. Celui qui est en position de force, quand il accède à l'accord, c'est qu'il veut geler la situation. C'est-à-dire qu'il considère qu'il est sur le terrain, il est en position de force. Donc, il va signer un accord pour que la situation reste en l'état. Au mieux, en fait, au pire. Au mieux, il peut grignoter encore des territoires, parce qu'il y a l'accord, il y a le cessez-le-feu, il y a les clauses de l'accord. Les clauses de l'accord qui sont bénéfiques pour une partie, la parcelle la met en avant. Vous voyez, par exemple, pour la RDC, il faut que le Rwanda se retire. C'est la clause la plus importante. Pour le Rwanda, il faut que les forces de FDLR soient neutralisées. Bon.
Le Rwanda, quand on donne l'ultimatum au Rwanda, le Rwanda peut en face dire, mais moi je veux bien me retirer. Mais est-ce que vous m'avez rapporté la preuve que les forces FDLR sont neutralisées? Voilà, et la question revient en l'état. On est encore en l'état, c'est-à-dire que... pourrait être neutralisé voilà, le jour CFDLR. mais c'est ça, mais parce que c'est là où pour les Rwandais, c'est très intéressant. Parce que c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. C'est-à-dire qu'on veut s'en détacher, mais ça reste toujours sous les doigts. Parce que si vous dites que nous, en tant que Rwandais, on doit s'y retirer, on est d'accord pour s'y retirer, mais les raisons qui ont fait que nous soyons sur votre territoire, vous n'avez pas neutralisé cette cause-là, il n'y a pas de raison que nous, on s'y retire. Voilà, parce que la diplomatie rwandaise peut monter au créneau et dire à Marco Rubio que nous, on a bien entendu votre ultimatum, mais nous, on n'a pas la preuve que FDLR a été neutralisé. Par conséquent, on reste sur place. Donc c'est ça. Marco Rubio lui-même qui a reconnu que, même si les choses n'avançaient pas assez vite, il reconnaît quand même des efforts de la part du Rwanda. Non, moi je pense que le narratif FDLR, Banya Mulenge, machin quoi là, en tout cas, même ceux qui étaient comme la Paris, hein, comme les Européens qui croyaient à ce narratif, n'y croient plus. Ah, mais ça marche toujours. Je viens, n'y croient plus. Donc ce prétexte fallacieux, personne n'y croit. Ça, tout le monde le sait. Raison pour laquelle les sanctions continuent à tomber. Hier encore, c'est Nanga et son monde. L'ONU a sanctionné Corneille Nangaa et 5 autres responsables de la... Ça ne tient plus la route. La preuve en est... après les dernières sanctions contre Paul Kagame, il est parti aux États-Unis, c'était pour la première fois, Kagame a fini son voyage dans les terrains de basket. Lui qui était, il avait carte blanche. Et voyez-vous, depuis pratiquement la signature des accords, Kagame n'a pas eu à discuter avec les plus hautes autorités. C'est-à-dire que même à ce niveau, même ces lobbyistes deviennent de moins en moins convaincants. Une chose est dite. Deuxième chose qu'il faut dire. Oui, moi, dès le départ, je disais, dans le triptyque, diplomatie, c'est très bien, cohésion nationale, c'est très bien, mais il faut que la RDC puisse vaincre le Rwanda. Je suis moi-même un ancien de la force des... Donc, j'ai toujours pensé que dans ce genre de conflit... Vous allez prêter mes fautes. Dans ce genre de conflit, il faut vaincre l'adversaire pour asseoir. Et puis après, vous devenez une force dissuasive. C'est ça. Maintenant, pour passer à cette étape-là, j'ai toujours pensé, je pense toujours que l'allié le plus fiable, c'était les États-Unis. Ce n'est pas pour les beaux yeux des États-Unis, non. Parce qu'ils sont dans une médiation transactionnelle. Ils ont dit, nous voulons ces matières premières-là pour affaiblir la Chine. Et comme par hasard, vous avez vu même Lavrov qui est arrivé pour dire attention, il y a les Ukrainiens. Vous voyez bien que c'est un conflit, mais j'aimerais que vous réagissez dessus aussi. Vous voyez bien que c'est un conflit très complexe. Ça peut pas. C'est la première fois que les Russes parlent de ce sujet. Mais c'est à dessein. C'est à dessein. C'est pour envoyer un signal subliminal aux dirigeants congolais. Et puis le Burundi en plus, parce que le Burundi, c'est un allié de la RDC dans ce qui se passe à l'Est. Effectivement. Donc c'est pour dire qu'il y a des éléments ukrainiens à l'Est. Et donc, comme les Ukrainiens, se battent contre nous, peut-être que vous devez vous réorienter géopolitiquement pour comprendre que l'accord, ce n'est pas avec les États-Unis qu'il faudrait l'avoir. Voilà. Faites appel à nous, les Russes, on vous envoie Africa Corps et on règle le problème. Voilà. C'est ça. Je parlais des partenaires. Mais c'est un faux calcul parce qu'il a menti. Lavrov a menti. Lavrov a menti. Pourquoi? Parce que Zelensky n'est pas fou. Zelensky ne peut pas se mettre en face des États-Unis qui sont l'allié. Pourquoi? Parce qu'il suffit seulement que l'autre bloque un peu ses satellites. Ils n'ont plus de visibilité dans la guerre en Russie. Ça, c'est Lavrov, ça, c'est le côté russe qui veut jouer pour se repositionner dans la géopolitique des Grands Lacs. Maintenant, l'allié, je continue à le dire, pour moi, ce sont les États-Unis. Ce n'est pas pour les beaux yeux des États-Unis. Parce qu'ils ont un intérêt quasiment crucial aussi dans le monde dans 10-15 ans. Maintenant, là où je pense qu'il faut taper un coup de gueule, Félix Tshisekedi doit créer un task force. Ce task force doit avoir une doctrine anticipée, infiltrée, traitée. Qui avait été d'ailleurs annoncé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur le plan diplomatique, ils le font déjà très bien. Ils font l'anticipation, ils infiltrent, ils traitent. Sur le plan politique,
ce n'est pas encore le cas. Je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux dire entendre par là? Sur le plan politique, anticiper, il faut créer des mouvements contre le régime de Paul Kagame. Nous sommes en guerre. Paul Kagame qui forme la 5e colonne, même à Kigali. Ils ont les moyens. Sur le plan de la communication, ils sont à Kigali? Mais bien entendu. Non, ils en ont pas les moyens. Mais nous sommes... Ils en ont pas les moyens. Les renseignements... Expliquez, ça veut dire quoi? Ça, hein? La 5e colonne, c'est quoi en politique? Il y a des forces anti-Kagame qui sont à Kigali, mais qui sont, comme on dit, tapis dans l'ombre. Mais la force des renseignements et de l'argent, c'est quoi? C'est de retourner. Les États-Unis sont en train déjà de... politiquement le Rwanda. Mais bien entendu, nous sommes en guerre. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire avec la C-64, non? Oui, mais ça... Karil, la C-64, nous avons démontré ici que ce n'est pas des proxys de Kigali. Mais le Rwanda, on n'a pas oui, mais parce que c'est la vie politique du Rwanda. Comment arriver à le faire? Mais raison pour laquelle... Il faut se poser d'ailleurs, est-ce qu'il y a des opposants même? Ce que dit M. Mafimba est très intéressant, mais qui ne peut être mis en œuvre que par des États organisés. C'est la première condition. Je termine ma stratégie parce que la BAC a fait aussi des préconisations. Bien sûr. Comme nous sommes suivis, j'ai dit créer un task force avec une doctrine, anticiper, infiltrer, traiter. La diplomatie, ils le font déjà très bien. La politique, c'est ce que je souhaite. Qui crée des 5e colonnes à l'étranger ou au niveau de comment on appelle, du Rwanda. Sur le plan de la communication, ils ne font pas assez. Ils ne font pas assez dans cette task force. Il y a des chaînes, il y a des hommes qui font un travail de communication qui dépasse même les acteurs sur place à Kinshasa. Il y a un narratif aujourd'hui qu'un certain nombre d'acteurs dans la communication ont réussi à détruire de Kagame. Qu'est-ce qu'ils font au niveau du pouvoir de Kinshasa? Zéro mon kate, comme on dit en lingala. Au niveau de la sécurité. La sécurité, c'est quoi? La sécurité, les services de renseignement de la RDC doit être en capacité d'infiltrer aussi le port. Tu le disais tout à l'heure. Pourquoi on ne dit pas que l'armée rwandaise n'est pas aussi forte que ça? C'est parce qu'ils sont adossés au sud et au nord Kivu. Ça, c'est le militaire qui vous le dit. Lorsque vous avez une base aérienne qui est tout un pays organisé entre-temps, c'est difficile de vaincre une force des proxys qui sont comme un peu au Liban. Regarde, l'armée israélienne, elle est puissante. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrive pas à vaincre Hezbollah? Parce qu'elle est adossée à un pays qui s'appelle le Liban, qui sert de base aérienne. Et je termine par l'histoire. J'ai comme l'impression qu'on ne se rend pas compte. Et c'est là où on tombe sur le débat sur la Constitution. Vous voyez bien que, tu l'as dit, c'est un problème existentiel pour le Rwanda. Ils ne veulent pas lâcher. Parce qu'ils parlent des frontières, ils parlent des Banyamulenge et autres. Donc, même sur le plan de la loi fondamentale, il faudrait qu'ils arrivent à une loi fondamentale qu'on sache qui est RDC, qui n'est pas RDC. Voilà un peu ce que je vois à travers cette task force qui doit agir en diplomatie, en politique, en communication, en sécurité. C'est ça aussi la force de l'émission, ce sont des propositions, réactions de Brisamba. Mais moi j'avais une question pour vous, monsieur, parce que je reviens sur les midterms, ce qui pour moi, ce qui se jouera dans la vie politique américaine aura forcément un impact si Trump perd la majorité au Congrès américain. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la situation à l'Est, maître? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que ça, c'est un domaine... En fait, ça, c'est de la diplomatie. C'est un domaine qui est tout à fait ouvert au président Trump. En termes de lobby, ça ne change rien? Non, ça ne change absolument rien. En fait, il peut toujours avoir du lobbying au niveau des démocrates, mais la décision de la conduite de la politique extérieure des États-Unis, c'est du domaine du président Donald Trump. Mais est-ce que le président n'a pas tiré les leçons pour dire, attention, ça risque de créer des problèmes à mon cas en 2028. Non, mais franchement, le dossier présidentiable, est-ce que lui aussi, il ne se met pas aussi dans... Parce que le dossier RDC n'est pas aussi important. En fait, je veux dire, n'a pas une implication politique majeure au niveau de l'opinion politique américaine, à la vérité. Ce n'est pas comme l'affaire de l'Iran, en fait. Et donc, le président Donald Trump aura toujours la main sur le dossier, avec Marco Rubio à la manœuvre. Donc, pour ça, il n'y a aucune difficulté. Bon, je pense qu'il y a Ben qui n'a pas beaucoup parlé. Maître. Oui, sur cette question, effectivement, ce que Maître Bessamba dit, la raison, c'est un domaine réservé.
la diplomatie réservée au chef, mais là, dans ce au cas, président des États-Unis. Qui s'attendent après ce non-respect de l'ultimatum? On aura encore un nouveau délai encore qui sera accordé au Rwanda. Je vais y revenir. Si jamais peut-être dans quelques mois le président Trump perdait sa majorité au Sénat, alors les États-Unis aussi, il y a ce qu'on appelle la démocratie parlementaire. C'est-à-dire que la diplomatie parlementaire des Américains qui parfois se déportent aussi jusqu'à l'extérieur en fait des États-Unis. Et ça aussi, ça peut se jouer si jamais les démocrates arrivaient. C'est du lobby, c'est ce que. Voilà. Oui. Ça peut se jouer, pardonnez-moi. Alors, concrètement, là, qu'est-ce qui va se passer après l'ultimatum? À quoi s'attendre encore? Des sanctions, ça va être que des sanctions. On ne va pas s'attendre à l'intervention militaire. On va pas s'attendre. Moi, j'aurais souhaité l'intervention militaire ou que Kagame soit enlevé, par exemple. Bon, mais ou les Nanga, tout ça là, au moins, pas Kagame, mais au moins les Nanga et compagnie soient, je ne sais pas, enlevés, dégagés. J'aurais souhaité cela, mais jusqu'ici, j'ai l'impression que les choses traînent. Est-ce que c'est de la faute du gouvernement congolais? Je ne pense pas. Je pense que dans la menée de cette coopération sécuritaire, je pense que ce sont les États-Unis qui sont en train, à mon sens, de dicter un peu la cadence, de dicter un peu le tempo. Peut-être qu'ils ont leur agenda aussi, dont nous ignorons. Ça fait peut-être partie des secrets d'État, mais pour l'instant, je pense, en observateur, que les choses traînent et il faut aller beaucoup vite parce que les gens meurent quand même. Maître a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. On va regarder sur des questions d'embargo d'armes. Ça, effectivement... C'est le dernier levier qui reste aux Américains. C'est le vrai levier. Comme c'est l'ONU qui vient de sanctionner Nanga et consorts, les forces rwandaises ont été déjà sanctionnées. Il faut passer à un niveau supérieur. À un embargo. Il va y avoir un embargo, mais quand on sait que les armes qui sont utilisées actuellement, par le Rwanda proviennent majoritairement de l'Union européenne, notamment de la France. Le Rwanda reçoit, il faut le dire, un soutien quasiment inconditionnel de la part de la France ou de l'Union européenne. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on voit dans la configuration... L'Union européenne qui a suspendu son partenariat avec le Rwanda, notamment sur la question du Mozambique. Suspension dans un et continuité dans l'autre. Justement, exactement. Parce que c'est resté au niveau de cette Parlement européen qui a pris une résolution. Mais la Commission européenne continue à... c'est ça. Il faut voir aujourd'hui que l'Union européenne aujourd'hui est en train de regarder les États-Unis ou voire même Donald Trump comme un véritable ennemi politique. Un concurrent véritable. Un concurrent véritable. Donc l'Union européenne ne va pas se permettre, à mon sens, de lâcher là aussi un partenaire aussi important dans des affaires sordides comme le Rwanda. Ça donne mal à la tête tout ça quand même. Mais en termes de diplomatie, elle ne va pas changer, je rejoins ce que disaient mes deux amis. Ça ne va pas changer, pourquoi? Parce que la diplomatie des États-Unis, c'est toujours dans une perspective de 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et je l'ai dit tantôt au début de l'émission, pour eux, aujourd'hui, l'Europe doit s'occuper des problèmes européens. Ils sont plus ou moins distants, ils vont intervenir plus ou moins. Et au Moyen-Orient, ils veulent absolument finir avec l'Iran parce que la collision avec Israël, ils ne veulent pas qu'ils détiennent, entre guillemets, l'arme nucléaire. Et en Afrique, c'est le bassin du Congo à travers les matières premières. Pour eux, c'est une affaire, elle doit être réglée parce que le leadership mondial se joue là. Et raison pour laquelle... tu constates l'optimiste, parce qu'en politique, il y a toujours le côté où il faut être cynique. Moi, je préfère être réaliste. Mesdames, pour nos deux amis avocats, regardez, on va parler un peu de droit, parce que la RDC a saisi la Cour internationale de justice contre le Rwanda pour des exactions dans l'est du pays. Encore une saisine devant une cour qui ne peut pas prendre des sanctions coercitives, de ce que j'ai pu voir, Maître Isamba. Oui, mais en fait, c'est la troisième fois. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas la première fois que la RDC saisisse... c'est pas la CPI, c'est la CIJ. Non, la CIJ, c'est la première fois. C'est la troisième fois qu'elle saisit la CIJ. Donc, c'était avant... la dernière fois, c'était en 2002 de mémoire, ou en 2006. Là, c'est encore une fois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour internationale de justice, il n'y a que des États qui ont consenti à sa compétence qui peuvent être justiciables devant elle. Voilà, bon, vous avez donc l'article 35 de son statut qui précise ça. Et puis, vous avez déjà
chaque fois que la RDC a saisi la CIJ contre le Rwanda a toujours mis en avant l'argument selon lequel le Rwanda n'est pas justiciable, n'a pas consenti au statut de la CIJ. Il y a ça. Et puis parce que quand on saisit la CIJ, il y a deux aspects. C'est-à-dire que la RDC va mettre en avant deux aspects. Donc le premier aspect, c'est déjà démontrer la compétence de la Cour pour juger de cette affaire, parce que l'affaire, ce sont les massacres. Ce sont les massacres attribués au Rwanda dans l'est du pays de 1996 à nos jours. Les massacres de Hutus à l'est, et puis d'autres membres d'autres tribus qui ont été cités. Et donc c'est des crimes considérés comme de génocide, etc. Donc il faut d'abord faire la démonstration de la compétence. Ensuite, il faut mettre en avant des traités ou des conventions internationales qui ont été bafouées ou qui ont été violées par le fait de l'État qu'on attaque, en fait. Alors, le problème, c'est que vous avez la Convention contre la torture. Le Rwanda ne l'a pas signée, donc n'est pas adhérent à cette convention contre la torture. Donc, vous avez la Convention contre le génocide. Bon, le Rwanda a signé la Convention contre le génocide, mais a émis une réserve au niveau de son article 9, parce que son article 9 reconnaît la compétence de la Cour internationale de justice pour l'application de cette convention. Le Rwanda a émis une réserve sur cet article-là en disant que nous signons la Convention contre les génocides. En revanche, nous ne sommes pas d'accord avec la compétence de la CIJ pour l'application de cet accord. Vous voyez? Donc, ça pose un problème. La RDC, à mon avis, c'est une action... Les juristes congolais savent tout ça. Oui, mais ils le savaient, ils ont essayé deux fois. Et chaque fois, ça leur a été opposé, la compétence de la CIJ leur a été opposée. Bon, là, eux, ils disent que le Rwanda s'est comporté de façon à reconnaître que cette fois-ci, il peut être justiciable de la CIJ. Mais bon, moi, je ne suis pas du tout optimiste. Je ne pense pas que ça va prospérer, puisque rien n'a changé en temps. Maître Ben Luther. D'accord, Carly. Déjà, il faut souligner que ce n'est pas du tout le volet pénal. Ce n'est pas du tout le volet pénal. L'idée, c'est de pouvoir engager juste la responsabilité internationale de l'État qui a violé ses obligations en fait internationales. Alors le Rwanda est porté devant la CIJ, c'est notamment sur ce point, sur la violation de la souveraineté de la RDC, de l'intégrité territoriale de la RDC. Donc le volet des crimes, etc., ça ne relève pas effectivement de la compétence de la CIJ comme... mais le saisine, c'est un peu dans ce cadre. Mais justement, c'est ça. Quand on relève un peu la méconnaissance de ces juristes... génocidaire c'est ça. Et violation grave et massive des droits humains menés par les autorités du Rwanda. Justement. C'est la CPI qui doit s'en occuper. Non, attendez. Non, même violation des droits humains. Attendez, violation des droits, c'est-à-dire la CIJ peut intervenir sur la violation des droits humains, c'est-à-dire dans le cas de protéger dans le cas de la protection en fait de la garantie en ce qui concerne les conventions qui protègent les droits. Mon confrère l'a dit, sur les conventions internationales qui protègent les droits, mais ne va pas se prononcer sur la nature des crimes qui sont commis, mais va se prononcer sur la violation de ces conventions. Alors, il faut faire cette séparation dans un premier temps. Et c'est là qu'il y a une confusion également. Il y a une confusion parce qu'on pense qu'on peut tout mettre comme ça là et déposer devant la CIJ. À mon sens, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de failles. Donc ça passe pas dans cette non, en l'état de la jurisprudence de la CIJ, parce que cette affaire de génocide, en 2002, la RDC avait déjà saisi la CIJ pour des considérations de massacre reprochés au Rwanda à l'Est. Et donc, la RDC avait donc soutenu ça avec la Convention contre le génocide. Voilà. Et donc, l'avocat du Rwanda s'est fait plaisir, en disant même que j'ai lu ça en prenant mon déjeuner, en fait, l'article 9 de la Convention, en fait, le Rwanda a émis une réserve. Puisque quand vous signez un traité, vous pouvez émettre une réserve sur l'application à votre encontre d'une clause de la Convention. C'est assez bizarre. Voilà, donc... Sauf que c'est ça. Pour enchérir, et c'est là aussi que souvent on oublie, c'est que les crimes dont il est question ici sont des crimes qui relèvent de facto
du droit international coutumier, c'est-à-dire qui relève des normes erga omnes, des normes du jus cogens, c'est-à-dire que des normes qui s'imposent à tous les États, qui n'ont pas besoin qu'il y ait une convention pour que ça s'impose. D'accord? Donc, sur le volet du droit international coutumier, si moi j'aurais été peut-être l'avocat de la oui, RDC, mais ça, c'était l'argument de la RDC. Je serais parti sur le volet du droit international coutumier pour contourner l'obstacle de la réserve. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, chers confrères, c'était l'argument de la RDC. C'est-à-dire que la RDC disait qu'on a en face de nous du jus cogens, donc c'est un droit contraignant et applicable à tous les États. Et donc la Cour doit donc utiliser ces jus cogens pour pouvoir l'appliquer contre le Rwanda, puisque c'est un droit contraignant. Mais en face, ils ont dit, oui, mais le droit contraignant n'est contraignant que parce que nous, on a souscrit à ça. Donc si l'État a signé le traité, donc, puisque l'État aliène sa souveraineté en signant le traité, et dans le traité que nous, on a signé, on a émis une réserve sur la compétence de la CEG, pas sur le reste. Et ça mais justement, et ça n'a pas marché. C'est là que je ne comprends pas aussi le sens de la saisine. Non seulement le sens, mais ce raisonnement, en fait, parce que, à mon sens. De la Cour? Oui. Bah, je peux critiquer ce raisonnement. Ah oui, bien sûr, on a le droit de critiquer. Je peux critiquer. Surtout que la critique est souvent facile. Pour moi, c'est très simple. C'est très simple. Aujourd'hui, quand vous regardez même dans le cas de la saisine même de la CPI, de la CPI, pas de la CIG, mais de la CPI, vous savez que il y a des pays aujourd'hui qui n'ont pas ratifié le traité de Rome, par exemple. D'accord? Mais qui peuvent, dont les ressortissants peuvent se retrouver devant la CPI. Pourquoi? Parce que ces ressortissants auraient commis des crimes qui relèvent du droit international coutumier. Le droit international coutumier qui s'impose en fait à tous les États existe en dehors de tout cadre en fait conventionnel. Oui, en dehors de tout cadre de conception, on dit droit international coutumier, c'est-à-dire une norme générale, et ensuite qui est manifestée par quoi? Par la pratique et par ce qu'on appelle l'opinion juris. Le fait que tout le monde accepte par exemple que tout homme a droit à la vie, on n'a pas besoin d'une convention pour ça. Ça rentre dans le droit international coutumier. Et à ce moment-là, je pense que la CIJ, à mon sens, la CIJ devrait mettre ce genre de règles en avant au-delà de tout cadre conventionnel. Et c'est là qu'on peut critiquer aussi la différence. Une dernière point de culture générale. Le fait que le Rwanda fasse une réserve sur l'article 9 de la Convention sur le génocide, c'est quoi? C'est lié à son histoire? C'est la raison. Non, c'est pour affirmer sa souveraineté. Et le Rwanda n'est pas le seul pays à le faire. Vous avez les États-Unis aussi, qui ont aussi émis une réserve là-dessus. Vous avez d'autres États. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que la CPI, on peut être particulier et justiciable. C'est-à-dire qu'une personne physique peut être justiciable de la Cour pénale internationale. Or, la CIJ, c'est que les États qui sont des c'est que les États. Donc, c'est différent. Là, je parle des ressortissants. Un commentaire par rapport à ça. J'étais émerveillé de voir toute cette expertise. Et comme c'est un peu de chez moi aussi, vous voyez bien que je suis... Mais ça m'interpelle à deux niveaux. Premier niveau, le conflit de la RDC, c'est le conflit le plus meurtrier après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour dire un peu tous ceux qui nous suivent là, pourquoi vous vous intéressez à ça? Ils n'ont rien compris, ils sont dans une inculture totale, ces gens-là. On s'intéresse à ça parce que ça se passe en Afrique et c'est le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième chose, j'ai dit tout à l'heure, task force. Ben voilà, le président Tshisekedi là, il a une expertise. Quand j'ai parlé du coût réputationnel par rapport à ce régime qui, depuis 30 ans, est en train de tuer, massacrer plus de 10 millions. 9 millions de déplacés. C'est monstrueux. Donc, il faudrait que les autorités de la RDC se disent qu'il y a une expertise transnationale qui peut aider à solutionner cette tragédie. Et j'en appelle à nos autorités, aux autorités de la RDC qui nous suivent. Voilà une expertise qui peut contribuer à faire en sorte qu'on puisse en finir avec ces tragédies qui a trop duré. Merci, Mandouin, c'est très important ce que vous dites. Merci. Monsieur, je termine avec vous. Dans ce cas-là, comment on peut mettre en avant la responsabilité du Rwanda sur la scène internationale si on ne peut pas saisir la CIJ sur ses fondamentaux? Qu'aurez-vous fait rapidement? Non.
on peut saisir la CEG. On peut saisir la CEG. Maintenant, on va voir comment la CEG va d'abord examiner sa compétence. Elle peut écarter le volet criminel, le volet juste criminel et se prononcer uniquement sur la violation, par exemple, de l'intégrité territoriale de la RDC. Évidemment, si jamais la CEJ acceptait la requête de la RDC et donc de fait à condamner le Rwanda, ça veut dire quoi? Le Rwanda a engagé sa responsabilité internationale. Ça veut dire quoi concrètement? Que le Rwanda pourrait être amené à réparer le préjudice causé aux Congolais, comme l'a été l'Ouganda. L'Ouganda a été condamné pour, on se souvient de l'affaire Mutamba. Vous voyez, condamné à réparer le préjudice, par exemple, voilà. Mais comme on le sait, et contrairement à ce qu'on peut on peut dire aussi, les arrêts de la CIJ ont une force obligatoire. Sauf que la CIJ n'a pas cette capacité-là de les faire exécuter. Voilà, exactement. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Le conflit pourrait se déporter, aller vers le Conseil maintenant de sécurité des Nations Unies. Il ne faut pas oublier que la CIJ est l'instance judiciaire suprême des Nations Unies. Donc on peut porter le conflit maintenant, dans ce cas-là, s'il y a blocage dans l'exécution de l'arrêt, on porte le conflit devant le Conseil de sécurité. À ce moment, le Conseil de sécurité qui a tous les leviers pour mettre la pression pour... que ce soit en termes militaires ou quoi, peut intervenir. Les ambitions, les intérêts sont très différents. Justement, c'est ça le problème aussi. En fait, la stratégie en saisissant la CIJ, c'est de mettre le Rwanda au banc des nations. Voilà, c'est-à-dire de l'exclure de la communauté des nations. Voilà, parce que quand vous avez une condamnation de la CIJ, vous êtes marqué du sceau de l'infamie. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la communauté internationale, vous êtes considéré comme un État quasiment paria. Donc même vos partenaires pour faire affaire avec vous peuvent avoir des scrupules. Vous voyez, c'est un peu ce que l'Afrique du Sud a fait avec Israël en saisissant la CIJ par rapport à ce qui se passait à Gaza. Donc la manœuvre, elle est belle parce que son objectif est politique, parce que c'est vraiment exclure le Rwanda de la communauté de nations, l'isoler, et puis donc restreindre ses appuis, l'affaiblir et le contraindre à respecter ses engagements au niveau de l'accord qui a été signé. Donc la manœuvre, elle est intelligente. Bon, maintenant, par ailleurs, ça c'est dans le cas où il y a un arrêt qui est rendu dans le sens de ce que la RDC veut. Bon, ça dans le cas où pour pouvoir rendre des arrêts. Ça prend du temps quand même, hein, parce que il faut au moins 4 à 5 mois, parce qu'il y a le temps d'instruire, il y a les audiences. Donc avant l'année, on aurait un arrêt? Non, c'est trop court. Je pense peut-être février, mars. Okay. Voilà, s'ils sont diligents. Maintenant, si l'arrêt si ça ne passe pas, au moins, ça participe à la communication, puisqu'il y a M. Mafimba qui parle de la communication. Ça permet d'attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe, notamment sur l'attitude du Rwanda en RDC. À l'Est notamment sur les massacres, etc. Donc tout ça participe quand même à ternir l'image du Rwanda. Puisque vous êtes un État qui a été attrait à 3 reprises quand même devant la CIJ. Même si la CIJ se déclare incompétente, c'est que vous n'êtes pas aussi propre qu'on peut le penser. Parce qu'au niveau de la communication, le but est atteint, en fait. Donc, dans les 2 cas, c'est intéressant de le faire. Merci beaucoup, monsieur. Juste en une seconde, est-ce que mon cher confrère dit, il a effectivement raison, parce que cela participe en quelque sorte, à mon sens, à permettre désormais, si jamais le Rwandais est condamné, à la RDC de disposer d'un outil juridique, pour pouvoir ainsi mettre à la fois, non seulement la pression diplomatique, la pression sur le plan sécuritaire, même si cette pression est relative aujourd'hui, mais au moins sur le plan juridique, de disposer d'un véritable outil pour pouvoir légitimer, parce que jusqu'ici on ne reste que sur de simples déclarations, des rapports, des résolutions qui n'ont aucune force juridique obligatoire, mais avec un arrêt de la CIJ, ça pourrait peut-être faire bouger les choses. Merci beaucoup, messieurs. C'était une très belle émission. On a beaucoup appris. Merci à Moustapha Kanté, à Romain Cléco-Domingue. Bon week-end, bonne suite de programme chez vous et à très vite.